Bonjour Jean. Bonjour Sylviane. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Tu es en pleine forme pour l'interview? En pleine forme. Bien. Alors, je vais te présenter, enfin je vais écrire bien sûr un article sur toi sur le blog, mais je te présente rapidement. Tu es donc, tu t'appelles Jean Graille, tu as un blog qui s'appelle La Vie Positive, et c'est comme ça que je t'ai connu, hein, à travers ton blog. Et ce qui m'a absolument enthousiasmé, parce que bon, moi j'ai aussi un blog et je suis d'accord avec ta vision des choses pour le positivisme et voir toujours le côté positif. Quelle n'a pas été ma stupéfaction il y a un an à peu près, hein, je crois que ça fait à peu près un an, quand nous avons participé à un événement interblogueur à travers les vidéos. Voilà. Je suis stupéfaite, j'ai été stupéfaite de voir que tu étais dans une chaise roulante. Alors là, quand on lit ton blog et que on lit tes articles et qu'on voit, enfin, on a tout de suite le sentiment d'une personne extrêmement positive, j'étais vraiment stupéfaite. Donc, je me suis permis évidemment de te poser la question. Tu n'as pas toujours été dans une chaise roulante, et donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu es devenu tétraplégique? Eh bien, en fait, j'avais 17 ans. Oui. J'étais sur un ponton au bord d'un lac et j'ai plongé et l'eau était peu profonde. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ce qu'on appelle le coup du lapin, oui. Hein, c'est-à-dire j'ai eu une luxation des cervicales au niveau C6, C7 et ça a provoqué une lésion de la moelle épinière au niveau C6, C7. Donc tu as 17 ans. Tu es bon bon à 17 ans, on est plein comment dire de projets pour l'avenir, hein. Oui. Et surtout, on en a parlé enfin rapidement. Quel a été, évidemment, ça a été un choc épouvantable. Ça, je présume que c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Comment le premier choc? Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce qui t'est venu? En fait, il n'y a pas eu de premier choc. En fait. Non. Il n'y a pas eu de premier choc parce qu'en fait, j'ai fait une sorte de déni tout le temps que je suis resté en réanimation. C'est-à-dire que j'ai pas vu que j'étais... En fait, j'ai pas vraiment pris conscience que j'étais handicapé. Oui. Hein, j'ai pas voulu le voir, en fait. C'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que... il fallait que je survive. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé. J'ai eu jusqu'à 12 arrêts cardiaques. Oh et la réanimation a duré très longtemps et les médecins pensaient que j'allais pas survivre. Et en fait, c'est le médecin de la réanimation de la Tronche, près de Grenoble, de l'hôpital de Grenoble, qui a dit à son équipe, non, il va survivre, il est jeune, il va réussir à vivre et il va s'en sortir. Et effectivement, je m'en suis sorti. Au bout d'un certain temps, alors je ne sais pas combien de mois, ça doit être 6 mois ou 1 an. Tu étais toujours à l'hôpital alors? Oui, j'étais toujours à l'hôpital. J'ai été transféré à l'hôpital de Garches. Oui. Un hôpital où on fait de la rééducation justement des paraplégiques et des tétraplégiques. Et la première question que j'ai posée, c'est est-ce que je vais remarcher? Parce que ma grand-mère m'avait vanté cet hôpital comme étant formidable, qu'on faisait des miracles, et qu'il y avait une actrice, je crois que c'était Mireille d'Arc, qui avait été à cet hôpital, qui avait eu un grave accident de voiture, et qui en était ressortie indemne. Et donc, la première question évidemment que j'ai posée, c'était ça. Est-ce que je vais remarcher? J'ai posé la question à mon kiné et à l'infirmier, à l'infirmier chef du centre de service. Et vu la réponse qu'ils m'ont faite, j'ai compris. Et là a commencé quand même une période de dépression où j'étais vraiment au fond du trou, où j'étais mal, où
J'avais même des douleurs psychosomatiques, enfin c'était terrible. Heureusement que c'était là une période où je devais passer mon bac, puisqu'il y a un lycée à l'intérieur de l'hôpital, et mon père qui était enseignant venait me faire réviser les maths et la physique, et donc le fait de m'occuper à ça, déjà, ça m'a aidé à surmonter le choc. Le choc. Mais tu m'as dit aussi que finalement, ta grande motivation, c'était autre chose. Alors, c'était quoi ton... En fait, il y avait une infirmière qui était bien mignonne, qui me plaisait bien, et je me suis aperçu que je lui plaisais bien aussi. Donc j'ai commencé à me dire, bon, ben, tout n'est pas perdu. Après, plus tard, j'ai eu encore une autre aventure avec une autre petite copine, et j'ai vu que, bon, c'était très bien, et que je pouvais finalement vivre une vie normale, entre guillemets, parce que à cet âge-là, on pense qu'à ça, on pense qu'aux filles, et, oui. Et voilà, donc c'est ça en fait qui m'a, quelque part, qui m'a sauvé, et qui m'a donné envie de vivre. Oui. Oui, parce que bon, je pense que chacun face à un grave problème, qu'il soit professionnel, qu'il soit de santé et tout, chacun trouve une motivation personnelle. Hein. Toi exactement. Donc, ça a été les filles. Bah, voilà. Écoute, et il faut dire aussi que j'étais très soutenu par ma famille, parce que ils venaient me voir tout le temps, ils m'aidaient beaucoup, ils me soutenaient, donc mon père qui m'a aidé à passer le bac, parce que j'ai passé le bac à l'hôpital, hein, donc c'était pas évident du tout, donc ils m'ont vraiment aidé, quoi. Donc, alors, là, le peu que nous avons parlé tout à l'heure, tu m'as dit que effectivement, ce qui t'a rapidement, si tu peux nous le dire rapidement, ce qui a aussi, évidemment, à part les filles, tu as une volonté absolument extraordinaire. Et tous les médecins, bon, voulaient débrancher les machines. Les médecins disaient que jamais tu n'arriverais à faire ceci, à être autonome, hein, parce que à être autonome, voilà, c'est ça. Et alors, toi, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une croyance dans le corps médical. Enfin, à l'époque, les médecins pensaient qu'un tétraplégique, tétra, ça veut dire 4. Donc, c'est les 4 membres qui sont atteints. Donc, pour eux, un tétraplégique ne pouvait pas être autonome. Il ne pouvait rien faire tout seul, et à la limite, c'était une vie d'enfer qu'il se préparait. Oui. Et moi, j'ai vu rentrer dans ma chambre, c'était des chambres à 2 lits, et j'ai vu rentrer dans ma chambre un garçon que j'ai pris au début pour un paraplégique, c'est-à-dire handicapé uniquement des jambes. Oui. Et en réalité, je l'ai vu se mouvoir, je l'ai vu s'asseoir sur son lit, et je me suis rendu compte qu'il était tétraplégique. Comme toi. Comme moi. Il avait exactement le même niveau. Et c'est là que je me suis dit, mais alors, puisque lui peut le faire, moi aussi. Et donc c'est là que tu... Et lui était complètement autonome, et je suis devenu aussi complètement autonome. Alors, tu peux raconter aux personnes qui vont nous écouter l'histoire du permis de conduire. Parce que c'est vraiment incroyable. Le permis de conduire, c'est pareil. Il fallait à l'époque passer une visite médicale, et à chaque fois on me disait serrez-moi la main. Et moi, à chaque fois, je disais je ne peux pas vous serrer la main, je ne bouge pas mes doigts. Et un jour, donc, je suis arrivé pour la énième fois pour cette visite médicale. J'ai rencontré le médecin qui était vieillissant, et il m'a dit serrez-moi la main. Je dis non, je ne vous serre pas la main, j'ai ma voiture que je conduis sans permis, si vous voulez je vous montre comment je fais. C'est une voiture électrique, hein, c'est ça, hein. Voilà. Et donc il a appelé sa collègue qui était plus jeune, et sa collègue lui a dit ben oui, si effectivement il peut conduire, il n'y a aucune raison qu'on ne lui accorde pas cette visite médicale, puisque de toute façon, c'est pas à nous de juger s'il est apte à conduire ou pas. C'est à l'inspecteur du permis de conduire. Et donc, tu l'as eu. Et je l'ai eu. Voilà. Et tu conduis. Oui, ben oui. Moi, je l'ai eu du 3e coup, tu vois, 3e coup. Voilà. Alors, bon.
Et donc, tu as ensuite, tu as fait une vie, enfin, tu as travaillé, tu as fait des études, tu m'as dit avec le professeur, je ne sais plus le nom. Rabichon. Rabichon. Rabichon, voilà. Donc, tu as travaillé comme chercheur avec le professeur Rabichon pendant 10 ans sur un système de restauration de la locomotion pour les personnes paraplégiques. Oui. Après, je suis parti de là, j'ai créé une entreprise qui faisait des logiciels éducatifs pour l'enseignement secondaire et pour la formation professionnelle. Ensuite, j'ai travaillé dans le domaine de la qualité et puis il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel et au coaching. Donc j'ai passé un diplôme de coach. J'ai fait des études aussi de PNL et d'hypnose ericksonienne. Voilà. Et donc j'ai créé mon blog fin 2011. Dans quel but tu as créé ce blog alors? Justement parce que je pense que pour arriver à rebondir et pour arriver vraiment à s'en sortir dans la vie, il faut voir le côté positif de la vie. Et même dans les choses les plus dramatiques, il y a toujours un côté positif. C'est ça qu'il faut voir. Donc, je sais que tu n'aimes pas le mot conseil. Bon, c'est vrai que la langue française, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, ça c'est vrai. Mais je veux dire, chacun, bon, alors toi, on pourrait dire que pour t'en sortir, pour rebondir, puisque c'est le but des vidéos vitamines, bon, il y a eu les filles, il y a eu ce garçon qui était, comme tu m'as dit, un peu arrogant, mais finalement, ce sont des passeurs, finalement. Hein. Moi, c'est ce que j'appelle des passeurs. Exactement. Donc, pas de conseils, mais quelle piste tu pourrais donner aux personnes qui se retrouvent dans une situation, bon malheureusement, il y a aujourd'hui de plus en plus d'accidents, de plus en plus de jeunes, on le voit sur Facebook et tout, enfin, et puis on le voit partout, de jeunes qui ont des accidents de moto et tout, qui se retrouvent très jeunes, tétras ou paraplégiques. Alors, quelles sont les pistes? Donc, être positif, toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à tous ces jeunes qui se retrouvent désespérés sûrement à un moment de leur vie, au début de leur vie, ou qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi, je pourrais leur dire que c'est sûr que c'est un choc quand on a un traumatisme comme ça, c'est un choc. Mais je pense que ça peut être aussi quelque part un cadeau. J'avais entendu dans une émission sur la 2, sur France 2, une femme qui avait eu un cancer et elle disait que c'était un cadeau. Oui. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais quand même, pour dire qu'un cancer c'est un cadeau, c'est quand même incroyable. Et effectivement, j'ai compris ce qu'elle voulait dire, parce que quelque part aussi, mon handicap, c'était quelque part un cadeau. Parce que ça m'a permis de réagir et de rebondir. Je pense que le fait... Souvent, quelque part, il faut comme un électrochoc, tu sais, pour arriver à prendre conscience de certaines choses. Et je pense effectivement, il y a aussi l'amour de ma famille, l'amour de mon épouse, et ça, c'est très important. Oui, il faut être entouré quand même. Hein. Exactement, il faut être entouré. Être entouré. Alors, est-ce que tu... Parce que bon, moi j'ai eu un papa handicapé qui ne demandait jamais d'aide. Alors, est-ce que toi tu conseillerais, je sais que tu n'aimes pas le mot, mais est-ce que tu suggérerais aux personnes de demander de l'aide? Est-ce qu'il faut demander de l'aide ou est-ce que... parce que bon, on peut rejeter, moi ça a été un peu le cas avec mon père, rejeter l'aide qu'on pouvait éventuellement en donner, même si on lui donnait beaucoup d'amour. Alors, comment on peut faire dans un cas pareil? Parce que c'est parfois difficile pour ceux qui sont autour. Moi, dans mon cas, on m'a aidé à devenir autonome. Oui. C'est-à-dire que personne n'y croyait, sauf ma famille, sauf mes parents. Quand je disais, de toute façon, je vais arriver à me mettre mon pantalon tout seul, je vais arriver à me laver tout seul, je vais arriver à me mettre sur mon lit tout seul, à monter dans ma voiture tout seul, personne n'y croyait. Les gens n'y croyaient pas. Mais moi, je le savais. Moi, tu savais que tu y arriverais. Ma famille m'a soutenu. Oui. Et c'est ça, en fait, l'aide, c'est ça. C'est l'aide, c'est d'aider pour
arriver à faire quelque chose auquel on croit. Et je pense que c'est ça en fait. Et donc c'est ça que tu transmets aussi sur ton blog, parce que je te dis, ça, on va finir sur ça. Moi j'avais été totalement stupéfaite de voir, parce que pas un seul instant on imagine, en lisant tes articles plein d'humour, plein de punch, plein de peps, que tu es une personne handicapée, et ô combien handicapée, parce que tu pètes la forme, quoi, finalement. Tu pètes la forme. Donc, tu es un... J'aime pas non plus le mot exemple, mais je veux dire, c'est quand même important pour les personnes qui se retrouvent dans une situation difficile, de voir quelqu'un qui, à 17 ans, c'est quand même un choc épouvantable. Tu es au début de ta vie, tu vas commencer à l'université, tout ça, et tu te retrouves tétraplégique ou paraplégique. Donc, tu pourrais terminer cette entrevue sur quoi? Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui vont t'écouter? En plus de tout ce que tu nous as dit sur la vie positive et tout ça. Pourquoi ça a été un cadeau finalement? Tu n'aurais pas réussi? Tu crois que tu... Je ne sais pas en fait, on ne peut pas savoir. Ça, on peut pas savoir. Ça doit être de la spéculation, mais je pense, il y a de l'écho un peu, non? Je pense que comment dire, j'étais assez taciturne étant adolescent. Oui. J'avais un copain qui souriait tout le temps. Et quelque part, ça m'énervait parce que je me disais, mais comment peut-il sourire, quoi? Comment peut-il être heureux de vivre, etc. J'étais assez négatif quand même, étant adolescent. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça. J'étais assez négatif, assez taciturne, assez triste, assez... je souriais, mais je voyais pas, je savais pas ce que j'allais faire, je savais pas. Bon, et cet ami là qui souriait tout le temps, en fait, il avait autant de problèmes que moi. Oui. Et ben, c'est devenu un ami encore maintenant, oui, que je fréquente toujours. Alors que tous les autres qui étaient comme moi, un peu tristes, un peu taciturnes, et ben, je les revois plus du tout, quoi. Donc, quelque part, d'être positif, ben, ça fait durer, quoi. Hein, ça fait aussi bien en amitié que c'est quand même étonnant, quoi, que je sois toujours ami avec lui. Et puis que tu sois aussi positif avec tout ce qui t'est arrivé. Eh bien, écoute, Jean, je te remercie infiniment d'avoir livré un peu de ce punch, de ce peps que tu as, hein, étonnant, et je te remercie infiniment, et je te dis, eh bien, à très bientôt. À très bientôt. Allez, au revoir, Jean.